Et c'est à tous, c'est Captain, et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique du premier volume de Superman Rebirth, un volume intitulé Son of Superman, donc le fils de Superman. Donc je vous retrouve tout de suite après le générique. Donc, ce premier volume est scénarisé par Peter J. Tomasi et Patrick, oui, c'est ça, Patrick Gleason. Enfin, on va dire ce duo d'artistes, vous les connaissez enfin, vous les connaissez peut-être pas de nom, mais il faut savoir qu'ils sont assez connus dans l'univers DC, c'est-à-dire que ils sont beaucoup occupés. J'ai envie d'appeler ça un peu, d'être un peu médisant en disant ça, mais ils sont beaucoup occupés de séries entre guillemets B. Voilà, les séries entre guillemets remplaçantes de chez DC. Notamment, bah, c'est eux au New 52 qui avaient commencé avec Batman et Robin. Donc là, c'est assez marrant du coup de les voir en fait revenir, les revoir cohabiter à nouveau sur sur un titre qui s'appelle le fils de Superman, vu qu'ils avaient bossé sur le fils de Batman en fait. Donc du coup, voilà, c'est assez sympa de voir ça, mais du coup, au dessin, on retrouve Doug Mahnke et Patrick Gleason, donc qui fait à la fois le scénario et donc les dessins. L'histoire donc de ce premier volume, c'est tout simplement bah, la famille Kent qui du coup est dans une ferme, enfin oui, dans une ferme, se trouve dans une ferme, je sais plus exactement le nom, je crois que enfin c'est pas très important non plus, mais voilà, ils sont à l'abri de toute civilisation. Ils ont quasiment aucun voisin sauf un qui a une petite fille qui du coup rentre en contact avec le fils de Clark, donc Jonathan Kent. Et donc voilà, du coup en fait toute cette histoire c'est l'histoire sur comment la famille Kent vit la mort du coup du précédent Superman avec du coup bah, Clark qui doit reprendre son, son costume de Superman et redevenir le Superman, sauf que cette fois-ci il est plus tout seul, c'est-à-dire qu'il a à la fois Lois, donc sa femme, mais surtout son fils, donc John Kent, qui est bah, en qui il fonde de très gros espoirs et qu'il espère voir devenir Superman. Mais voilà, que Clark amène John Kent sur les lieux de certains événements, etc., pour l'aider. Une menace apparaît, donc c'est sous la forme de l'Éradicator, qui veut du coup s'en prendre à Jonathan Kent parce que pour protéger mince, enfin, on va dire la génétique kryptonienne, il faut supprimer la génétique humaine dans le corps de dans le corps de John Kent et bah, du coup bah, tout simplement faire disparaître John Kent pour que Krypton perdure via Superman. Donc voilà, en gros cette histoire c'est vraiment l'origin story de Superboy, c'est-à-dire que c'est vraiment l'origin story de John Kent. En fait, ce qui m'a un peu dérangé dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas véritablement l'impression que Patrick Gleason et Peter J. Tomasi se sont appropriés la série, surtout se rendent compte qu'ils écrivent probablement pour le pour le troisième personnage le plus important de DC, donc Superman, et peut-être le personnage le plus important, le plus connu en tout cas des comics. Mais ouais, même si à l'heure actuelle, je pense qu'il est beaucoup moins connu que Batman et fait beaucoup moins vendre également que Wonder Woman. Et voilà, on n'a pas l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils écrivent vraiment pour Superman. On a l'impression qu'ils écrivent encore une fois une série B, comme ils avaient l'habitude de le faire. Peter J. Tomasi est spécialiste. En gros, c'est le pompier c'est voilà, le scénariste pompier de DC, c'est-à-dire qu'il avait écrit. Enfin voilà, on l'appelle sur toutes les séries auxquelles on ne trouve pas forcément de scénariste. Donc c'est lui qui avait écrit les comics sur Batman Arkham Knight. C'est lui qui avait été mis, mis sous le feu pour sauver également le comics Superman ou Wonder Woman. Je crois qu'il a fait également quelque chose d'autre comme ça où du coup il est arrivé vraiment pour calmer la situation et que la série repart sur de bonnes bases. Donc là on a l'impression qu'en fait c'est un peu ça avec Superman, sauf que du coup ils écrivent pas une histoire sur Superman, mais plutôt l'origine de Superboy. Et du coup dans un certain sens c'est bien parce que c'est vraiment
c'est vraiment du coup un mince, un volume qui est vraiment centré sur Jonathan Kent, et du coup en fait c'est plus centré sur le public jeune, c'est-à-dire que en gros le public visé par ce premier volume c'est clairement le public je dirais de 8 à 12-13 ans, avec notamment des dessins qui sont vraiment exagérés, notamment lorsque je crois que c'est Patrick Gleason qui dessine, il fait des yeux mais vraiment globuleux, monstrueux, qui sont en gros juste là pour montrer l'effet mignon ou des choses comme ça. Il peut rien arriver à ces personnages et voilà, vous allez vous reconnaître, vous allez vouloir adorer John Kent, etc. Et surtout Superman, on voit que il a toujours le torse ultra bombé, et le torse fait quasiment 75% de sa carrure. Donc voilà, c'est une série qui se revendique, un volume qui se revendique vraiment pour le jeune public, mais du coup, ça donne vraiment l'impression parfois que le scénario a été un peu oublié, notamment sur l'éradicateur qui est vraiment beaucoup trop tenace, c'est-à-dire qu'il disparaît un chapitre, il revient après, il se prend un coup fatal, il revient après, voilà, pendant 3 ou 4 chapitres en fait tout au long du volume, et c'est vraiment redondant, et il n'y a rien d'exceptionnel avec cet ennemi. Euh, les combats entre Superman et l'Éradicateur sont vraiment pas top, c'est-à-dire que c'est juste des échanges de coups de poing, etc. Il n'y a aucune créativité dans la chorégraphie ou dans la mise en scène des combats. Le seul truc bien au niveau de ces combats, c'est qu'on sent vraiment tout l'aspect craqué, complètement déjanté même de Superman. C'est-à-dire que la destruction, mais c'est une destruction totale, quoi. Il détruit je vais pas, enfin, c'est pas du très très gros spoil, mais il détruit à moitié la Lune. Enfin voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Le seul truc, enfin, un autre truc qui m'a dérangé avec l'Éradicateur, c'est qu'il y a cet aspect science-fiction et mysticisme qui se combinent, c'est-à-dire que l'éradicateur en fait est une intelligence artificielle créée pour sauver donc les gens enfin oui, pour sauver les Kryptoniens, tout simplement le peuple kryptonien. Mais on se rend compte également que l'âme des derniers Kryptoniens sont bloquées à l'intérieur de ce personnage qui est un robot. Et d'ailleurs les origines, surtout le corps humain de l'éradicateur, c'est pas très clair, pas très précis. Et voilà, on a juste l'impression qu'il fallait trouver un ennemi. On a trouvé celui-là, et voilà, vous allez juste pas poser de questions et vous allez apprécier ce livre, quoi. Donc c'est un peu dommage. Vraiment, l'ennemi pas très intéressant en fait. Ce qui cache. Ce qui gâche pas mal le volume, parce qu'en fait, au final, vu que l'ennemi est pas très intéressant, bah, du coup, on n'a pas de tension pour les personnages, surtout quand Lois Lane, qui est vraiment prise entre deux feux, et surtout, voilà, mince, John Kent est pris en tension, est pris pour cible par l'éradicateur. Jamais on se dit, mais John Kent va mourir, on sait très bien qu'il ne mourra jamais, parce que voilà, on sait que c'est le futur de Superman, on sait que c'est le futur Superman, donc on n'a pas peur pour ces personnages-là. La chose également qui est bien avec ce volume, c'est que, comme j'ai dit, c'est un livre qui est vraiment destiné, à mon avis, à un jeune public. Et ça revendique totalement son côté fanservice, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un personnage, je vais pas dire lequel, qui prend l'armure d'un personnage connu du monde de DC, je pense que vous savez à peu près de qui je parle, et du coup qui réussit à faire des choses avec cette armure, alors que ce personnage n'est censé avoir aucune formation de combat. Donc vraiment ce côté fan service est totalement assumé et totalement revendiqué même, puisque plus tard on appelle ce personnage Bat quelque chose, donc c'est assez marrant. Euh, voilà, enfin, mon principal problème, c'est vraiment qu'on a plus l'impression d'avoir un récit sur Superboy. Donc la série, limite le volume, devrait s'appeler plus Superboy qu'un récit sur Superman. J'ai vraiment pas eu l'impression de lire un livre sur Superman. Euh, Parce que, enfin, le seul truc qui était sympa, c'est vraiment les pouvoirs de Superman qui sont vraiment super bien exploités, mais pas vraiment de psychologie pour le personnage. Le personnage de Superman ne sort pas grandi de ce volume, il sort au même niveau, c'est juste le personnage de Superboy qui lui sort grandi. Je vais également revenir sur l'accessibilité de ce premier volume. Je viens de dire il était destiné à un jeune public, ce qui est effectivement le cas. Mais le truc qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas forcément accessible si vous êtes un novice, c'est-à-dire que si vous avez entre 15 et je sais pas 22, 23, 24 ans, euh, ce livre va pas forcément vous paraître très accessible, et surtout en termes de deux personnes, enfin du personnage enfin ce qui est pas vraiment un personnage, mais le chien Crypto, qui a un rôle pas très important non plus dans l'histoire, mais il apparaît de nombreuses fois, et si vous connaissez pas l'histoire de ce personnage,
voilà, de cette chose, de cet animal, vous allez être perdu et vous allez vous dire: «Mais comment c'est possible que ce chien fasse ça?» J'ai l'impression que la série me prend enfin, que le volume me prend pour un con et cetera. Alors que forcément, c'est un chien qui a des super pouvoirs, mais ça, si vous connaissez pas le background de Superman et un background assez étoffé quand même, parce que Crypto, c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à Superman. Vous allez, voilà, vous risquez de vous dire, mais enfin là, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, quoi. Donc, c'est pas forcément très accessible pour tous, mais je pense que les enfants, par exemple, ils s'en foutraient complètement, ils se poseraient pas de questions sur Crypto, ils diraient, ah, c'est génial, un chien qui peut voler dans l'espace et qui crache des lasers par ses yeux. Mais, voilà, sinon, si vous faites pas partie de ce jeune public, à mon avis, vous allez probablement vous ennuyer, même vous détacher de la série parce que vous allez dire non mais on me prend pour un con, quoi. Ce qui peut être dommage. Mais voilà, pour résumer, ce volume c'est vraiment une base solide pour le futur, mais surtout pour le futur de Superboy, pas forcément pour le futur de Superman parce que Superman n'en ressort pas grandi. C'est pas forcément très accessible, c'est plus un récit sur Superboy que sur Superman. Après, c'est vraiment destiné à un jeune public, c'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous pouvez vraiment acheter ce volume. Je le conseille même. Euh, mais voilà, c'est un livre qui assume complètement son côté divertissant, parfois fanservice, avec des dessins vraiment volontairement exagérés, mais du coup ça peut faire mouche à mon avis auprès d'un jeune public, et du coup faire découvrir à ce jeune public un personnage voilà, de comics qui est à mon sens le plus abordable à leur âge, qui est donc le personnage de Superman. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette critique. Donc encore une fois, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes intéressé par le personnage de Superman ou est-ce que vous pensez que vous allez faire l'impasse sur ce personnage? Voilà, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Encore une fois, toutes les critiques ont déroulé en haut de l'image, donc vous saurez quelle prochaine critique je vais faire pour ce qui s'agit pour ce qui est de Rebirth. Donc voilà, je vous donnerai rendez-vous pour ces vidéos-là. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à bientôt.